Tout le monde est désormais convaincu que nous sommes dans une logique de confrontation entre monde occidental et monde musulman. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le problème, c'est que tout le monde y croit. Alors pour ne pas se laisser enfermer dans cette logique, à l'initiative du Premier ministre espagnol Zapatero et du Premier ministre turc Erdogan, une vingtaine de personnalités politiques et universitaires venues des 5 continents ont travaillé récemment pour faire le constat de la situation internationale et faire des propositions concrètes pour sortir de cette logique. Alors le dessous des cartes veut se faire l'écho de ce travail en allant d'abord chercher dans l'histoire les origines des tensions actuelles. Après avoir connu pendant près de 40 ans la bipolarité Est-Ouest, après en être sorti, voilà qu'une autre se fabrique sous nos yeux autour d'une soi-disant opposition entre Occident et Islam. Elle a été théorisée par un universitaire américain, Samuel Huntington, sous le vocable de choc des civilisations, civilisation occidentale, latino-américaine, africaine, islamique, chinoise, bouddhiste, hindoue, orthodoxe, japonaise. Et c'est sur la base de ce classement simplifié, et qui d'ailleurs fait la confusion entre notion de civilisation et de religion, que le sociologue américain s'appuie pour estimer que les germes de conflits à venir ne sont plus idéologiques, mais identitaires et religieux. Et il s'estime bien entendu conforté dans cette thèse par les attentats du 11 septembre 2001. Pour tout conflit naissant, voilà donc les religions convoquées. On parle de croisades, des caricatures de Mahomet dans un journal danois provoquent des morts d'hommes à Karachi. Quelques mots d'un discours du pape sont ressentis comme insultants par la communauté des musulmans. Les dérapages, souvent volontaires, se multiplient. L'islam déboucherait donc mécaniquement sur l'islamisme et l'islamisme sur le terrorisme. Alors à quand faut-il faire remonter ce fossé qui s'élargit entre l'islam et l'Occident? Au processus de colonisation par les Européens au XIXe siècle, comme la conquête de l'Algérie par la France en 1830, un peu plus tard à l'abolition du califat ottoman en 1924, plus tard encore en 1948 avec la création d'Israël, plus tard encore avec les attentats de septembre 2001, eh bien avec recul on peut repérer quelques grands facteurs de causalité. D'abord, la Palestine. Voici une carte du plan proposé par les Nations Unies en 1947 pour partager cette terre entre Juifs et Palestiniens. Ce plan est refusé par les États arabes, qui déclenchent immédiatement une guerre contre le jeune État hébreu, et Israël, de son côté, refuse de faire de Jérusalem une ville internationale, alors que la sacralité de la cité est aussi grande pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Et 60 ans plus tard, toujours pas de partage de la Palestine. Et d'ailleurs, on ne sait plus très bien si le conflit entre Juifs et Palestiniens est d'ordre territorial ou d'ordre religieux. En tout cas, les Israéliens sont perçus dans la région comme les nouveaux colonisateurs, et quoi que fasse le gouvernement de l'État hébreu, sa politique est constamment soutenue par la diplomatie américaine. Deuxième grand facteur de tension, sur la durée, le pétrole. Cet accès aux ressources pétrolières est une constante dans la définition de la politique occidentale vis-à-vis du Moyen-Orient. Cela explique par exemple l'accord États-Unis-Arabie Saoudite entre Roosevelt et Ibn Saoud en février 1945, du pétrole saoudien contre le parapluie de sécurité américain. Ou encore le fait qu'en Iran, en 1953, lorsque le Premier ministre iranien Mossadegh décide de nationaliser la Anglo-Iranian Oil Company pour récupérer le contrôle des nappes, un coup d'État destitue Mossadegh en août 1953. Et le Shah d'Iran ne donnera pas suite aux nationalisations et conservera pendant 26 ans une politique orientée vers les intérêts stratégiques et économiques occidentaux. Eh bien, on apprendra plus tard que le coup d'État fut monté par les services britanniques et la CIA. La première guerre du Golfe, 90-91, est directement liée aux ressources pétrolières. Il ne s'agissait pas pour la coalition arabo-occidentale de libérer l'émirat du Koweït, mais d'empêcher l'Irak de s'approprier 11% des réserves contenues dans le sous-sol du Koweït. Et au terme de ce conflit, les États-Unis vont maintenir sur le sol de l'Arabie saoudite près de 10 000 GIs, entraînant une vive hostilité de nombreux musulmans saoudiens, car l'Arabie saoudite est un lieu sacré pour l'islam,
abritant les villes saintes de la Mecque et de Médine. La responsabilité de l'URSS est également très lourde, en particulier dans l'évolution de l'Afghanistan avec les conséquences en chaîne que l'on a connues. Le Parti communiste afghan prend le pouvoir par un coup d'État à Kaboul en 1978, suivi en décembre 1979 par l'intervention militaire de Moscou. Et la résistance afghane, parce qu'elle est anti-soviétique, sert alors les intérêts occidentaux. Elle est soutenue en armes et en conseillée par la CIA, mais dans sa composante la plus radicale, et ce jusqu'au retrait russe de 1989. Or, ce mouvement islamiste va essaimer. De nombreux combattants d'Afghanistan, notamment algériens, égyptiens, saoudiens, lorsqu'ils rentrent dans leur pays d'origine, dans les années 90, font le constat de l'immobilisme de leur société, y importent alors ce modèle de résistance et donnent peu à peu naissance à des mouvements politiques et sociaux se réclamant de l'islam. De là émerge le djihadisme international et le mouvement Al-Qaïda. Finalement, en faisant pendant 40 ans comme une fixation sur la menace soviétique, en conservant pour seule grille de lecture des relations internationales la guerre froide, les États-Unis et ses alliés occidentaux se sont eux-mêmes aveuglés sur les évolutions parallèles, ou plutôt justement les non-évolutions des sociétés civiles et des régimes à parti unique. En Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, en Arabie saoudite, en Irak, dans les États du Golfe. Ces régimes, interdisant le multipartisme ou l'expression libre pour leur société civile, en multipliant les facteurs de frustration pour leurs habitants, ont favorisé, eux aussi, la montée des mouvements islamistes. Alors tout cela, c'est pour vous montrer que ces enchaînements sont bien antérieurs à septembre 2001. Et si le terrorisme joue un rôle important, parce que très médiatisé, il est loin d'être le seul facteur de causalité de la tension islam-occident. La matrice du terrorisme d'Al-Qaïda se trouve certes dans le monde musulman, mais elle est aujourd'hui alimentée par les conflits qui perdurent en Afghanistan, en Tchétchénie, dans les territoires palestiniens et bien sûr en Irak. Là, il s'agissait, paraît-il, de lutter contre le terrorisme. Eh bien, le résultat obtenu est exactement inverse. Les États-Unis ont fait augmenter cette menace après avoir menti au monde entier sur les causes de déclenchement du conflit. Alors, ce constat que je résume aujourd'hui n'est pas seulement le mien, c'est l'analyse de ce groupe de personnalités politiques et universitaires internationaux et qui recommande dans un rapport remis aux Nations Unies plusieurs pistes pour sortir de cette logique de conflit. Alors elles peuvent sembler évidentes, voire banales, mais de toute façon, il faut réagir et commencer par le commencement. Prenons par exemple les livres d'école des jeunes Israéliens et ceux des jeunes Palestiniens. Eh bien, les écoliers palestiniens apprennent qu'Israël n'existe pas, et les écoliers israéliens ne peuvent pas, par ce qu'ils apprennent, avoir la moindre estime ou confiance pour un Palestinien. Alors autant commencer tout de suite un travail de convergence pour rapprocher la vision de l'histoire de chacun, même si c'est une histoire de confrontation. Alors c'est une trop vaste tâche que de corriger les livres d'école? Mais qu'ont fait la France et l'Allemagne peu de temps après 1945? Précisément, faire converger ce que chacun apprend de l'autre en s'appuyant sur le travail d'une commission franco-allemande d'enseignants qui a permis d'éditer des manuels scolaires communs aux deux pays. Les programmes d'échange aussi pour les jeunes peuvent être multipliés à l'échelon post-diplôme. Les programmes de bourse pour aller étudier à Damas, à Tunis, à Téhéran. Non seulement cela aide à dépasser les préjugés, mais cela contribue aussi au transfert de savoir. On peut aussi utiliser les événements sportifs mondiaux qui sont très puissants comme support de messages auprès des jeunes. Zidane ou Ronaldinho sont admirés autant chez les jeunes de Tel Aviv, d'Alger ou de Téhéran. Alors il y a beaucoup d'autres idées dans ce rapport de ce groupe de travail dont je vous donnerai les références. Il y a l'utilisation d'Internet, la participation de groupes musicaux internationaux, rock ou autres. Par exemple, le musicien Daniel Barenboim a su former le East-West Orchestra, qui est formé de musiciens israéliens et arabes. Alors c'est une goutte d'eau, mais rien n'est à négliger. Par exemple, utiliser cette caisse de résonance qu'est la télévision pour enseigner, pour répéter, ne pas baisser les bras devant cette situation mondiale qui est peu encourageante. Eh bien, d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais, en redisant que le problème ne réside pas dans la Bible, ou le Coran, ou la Torah, mais dans les dérives de certains croyants
et la manipulation dont ils sont l'objet à des fins politiques. Les traditions, vous voyez, jouent un rôle central dans la construction de l'identité et des valeurs. Or, elles sont comme volées par les effets de la globalisation, par les télévisions, par Internet, par les migrations et par la perte d'autorité du père. Eh bien, les idéologies radicales s'engouffrent dans ce vide et défendent un monde d'identité qui s'exclut mutuellement. Alors à chacun de prendre ses responsabilités, car en fait, nous faisons une confusion entre ère de civilisation et choc politique. Sur les événements récents, disons de ces 5 dernières années, vous pouvez lire La mécanique du chaos de Pierre Conessa. La revue Futurible consacre son numéro de l'été 2007 au dialogue, au conflit de civilisation. Et puis naturellement, je vous conseille de lire La grammaire des civilisations de Fernand Braudel. Ça nous rappelle utilement qu'il y a plus de dialogue que de conflits entre les civilisations dans l'histoire. Beaucoup d'ouvrages à vous recommander, donc vous pourrez les trouver en langue française et en langue allemande sur le site du Dessous des cartes.